Le quart d'heure corrézien, le magazine d'information hebdomadaire de RGB, Bram FM, RCF Corrèze, Radio Pac et Brenige FM. Réalisé et présenté. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le quart d'heure corrézien. Depuis 2 semaines maintenant, je vous propose de découvrir le portrait de Claire Morel, une artisane messacoise qui fabrique notamment des carcasses d'abat-jour, mais pas seulement. Ce métier, elle l'a appris alors qu'elle était encore en région parisienne et qu'elle souhaitait prendre un petit peu ses distances avec le métier de conseil aux collectivités publiques. Alors après une longue réflexion, Claire Morel a sauté le pas, sauté dans ce monde de la reconversion professionnelle et elle a ainsi atterri à Messac, dans le Midi corrézien. Un retour aux sources pour cet enfant du pays que nous retrouvons donc aujourd'hui encore dans son atelier. Le quart d'heure corrézien, vous avez le menu, c'est parti. Cet atelier avant, qu'est-ce que c'était ici ? Ici, c'était une marbrerie, parce qu'on est à côté du cimetière de Messac. On voit là, il y a encore un pan de mur qui est tout rose. C'est du parpaing normalement, mais ces parpaings-là sont roses parce qu'il y a les projections. La scie était toute proche et donc le marbre s'est projeté sur le parpaing. Donc c'était une marbrerie et voilà, maintenant c'est un local qui accueille de la lumière. De la lumière. Non mais vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On m'avait dit, mes prénoms c'est Claire, Lucienne, Madeleine. Lucienne, c'était mon arrière-grand-mère, et Madeleine aussi, c'est 2 de mes arrière-grand-mères. Et un jour, on m'a dit, mais Lucienne, c'est la lumière, mais c'est la lumière sur la mort. Et Claire, c'est un peu de la lumière aussi. Et c'est vrai que c'est pas anodin d'être à côté d'un cimetière et de fabriquer de la lumière. Et ouais, je suis heureuse de ça. De cette symbolique. Vous l'avez intellectualisé presque. Oui, je l'ai intellectualisé probablement. Mais qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, justement, concrètement ? Alors, c'est particulier. La mort fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie, mais ça, pour pouvoir le dire, tout le monde ne le dit pas. La mort, moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai dû apprivoiser. J'avais très peur de la mort. Et maintenant, je le vois plus comme un passage, comme une transformation. Il y a des gens qui emploient des termes qui ne parlent pas d'enterrement, mais d'anciellement. Ils ne parlent pas de mort, mais de naissance au ciel. Et voilà, j'aime l'idée de ce passage. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas effrayant, mais en tout cas, l'idée de créer ce lien-là, la mort c'est un passage du visible vers l'invisible, donc les liens avec nos défunts sont différents, mais ne s'arrêtent pas pour autant. Et la lumière a aussi quelque chose de... C'est cette chose extraordinaire, mais qu'on ne peut pas toucher, quoi. Donc pour moi, tout ça est un peu lié. Ouais. Et en plus de ça, il y a derrière moi... Aglaé, Sophie Maria. Oui. Mais tout ça, ce sont des machines qui ont failli mourir. C'est vrai. Alors, mes machines portent les noms des femmes de ma lignée. Pourquoi ? Parce que quand l'électricien est venu installer le tableau électrique, il avait sa machine pour faire les étiquettes, là, et il a commencé à donner des numéros. Et je dis, non, je veux les nommer. Et en fait, j'ai réuni toutes les femmes de ma lignée autour de moi. Donc il y a mes grands-mères, il y a mes arrière-grand-mères, et puis il y a certaines machines, par exemple Sophie, Aglaé, Zulma, c'est la même personne, c'est juste qu'elle avait 3 prénoms différents, et j'adore ces prénoms. Voilà. Non, mais dans le sens où c'est intéressant aussi parce que vous leur donnez des noms, elles ont failli partir à la casse. Et en leur donnant des noms, on leur donne une identité quelque part. Enfin, elles revivent. Ouais, elles revivent et elles créent encore. Mais c'est magnifique, non ? Ah oui, c'est... Moi, je trouve ça magnifique. Ouais, c'est vrai. Et c'est en ça que je dis que le lien continue à être nourri, mais d'une façon différente. J'ai eu la chance de connaître mes grands-mères, certaines de mes arrière-grand-mères, mais d'autres que je n'ai pas connues. Et j'ai eu besoin d'aller revisiter un moment mon arbre généalogique pour aussi honorer ces femmes-là et honorer ces vies. Alors là, on rentre
dans un chapitre un peu particulier, mais on porte, certains parlent des liens transgénérationnels. Il y a eu des vies qui nous ont précédés, qui ont été parfois heureuses, parfois malheureuses. Et il y a eu des rêves non assouvis, des vies non vécues. Moi, j'ai eu besoin à un moment d'aller honorer toutes ces femmes-là, de créer un lien avec elles, aussi de leur dire que leur vie c'était la leur, que je n'avais pas moi apporté des choses qui ne m'appartenaient pas, mais que j'avais beaucoup d'amour pour elles, quoi. Voilà. Et donc elles fonctionnent, et donc elles vous permettent de travailler aussi aujourd'hui. Exactement, ouais. On peut les faire marcher, ou me dire en gros comment ça marche tout ça. Alors, ouais, on peut. Il y a un bruit extraordinaire. Ben oui, j'imagine. Donc là, c'est Suzanne. Là, c'est Suzanne, c'est ma grand-mère maternelle. Et Suzanne, c'est une... Qu'est-ce que c'est ? Ça tape, j'ai l'impression. Suzanne, c'est la soudeuse sur laquelle je travaille le plus. Donc Suzanne, c'est ma compagne au quotidien. Alors, Suzanne, il y a plusieurs soudeuses ici parce qu'elles ont des fonctions différentes. Ok. Suzanne, elle va souder en croix. Donc je superpose 2 fils et que je place entre 2 électrodes. Et ensuite, j'appuie sur... Suzanne, elle fonctionne avec l'air comprimé, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres soudeuses. Donc, je mets mes 2 fils à souder entre les électrodes. J'appuie sur une pédale. Alors, le principe de Suzanne, c'est que j'exerce une première pression sur la pédale qui va faire que les électrodes vont se réunir, vont serrer les fils que je souhaite souder, mais pour autant, la soudure n'est pas encore faite. Ça me permet de bloquer les fils et de le repositionner pour bien m'assurer. Là, je veux essayer d'avoir un angle droit. Voilà, je repositionne. Et une fois que mon fil est bien positionné, hop, je termine la pression sur la pédale. Et voilà. Petite étincelle et un petit bruit, un petit cliquetis. Voilà, que j'aime beaucoup et qui est plus ou moins long en fonction de l'intensité qu'on souhaite donner à la soudure. Si j'avais voulu... là, mes 2 fils sont superposés et il reste les 2 épaisseurs. Et on voit bien que ce sont 2 fils superposés, mais j'aurais très bien pu, comme on dit, écraser mes fils. Et donc là, le temps de soudure aurait été beaucoup plus long. Et donc le cliquetis aurait été plus... ça n'aurait pas été un petit point, ça aurait été un trait d'union. Voilà. Donc ça, c'est... En fait, ce sont toutes des soudeuses. Je pensais que c'était que ça martelait. Non, ça martèle pas. Ce sont des soudeuses. Et après, elles ont des fonctions différentes. On a Aglaé ici qui, elle, va souder en T. C'est-à-dire, je ne vais pas superposer mes fils. Les faire toucher par la pointe. Je vais les faire se toucher par la pointe. Ouais, voilà. Et ça, donc, ça vous permet de créer des formes. Voilà, alors dans ce savoir-faire-là, il y a vraiment on marche sur 2 jambes. La première jambe, c'est la formation du fil, parce qu'on part de tige droite, et souvent on a besoin d'avoir des angles, on a besoin d'avoir des arrondis, donc il y a toute une technique pour former le fil. C'est pas facile, parce que le fil a un effet ressort. En fonction du diamètre du fil que je travaille, plus le diamètre de mon fil est fin, plus l'effet ressort est grand. Okay. Et donc si je veux contraindre mon fil, il faut que je le contraigne encore plus quand l'effet ressort est grand. Donc par exemple, si je veux un arrondi et obtenir un arrondi l'équivalent d'un diamètre de, 12 cm, si je travaille avec un fil fin, je vais devoir utiliser un diamètre de 6 cm par exemple, pour espérer avoir au final un diamètre de 12 cm.
Au moment où il va se détendre. Au moment où il va se détendre, voilà. Et si le fil est fort, si je travaille avec des diamètres 4, 5, 6, là, je suis à peu près certaine que la forme que je vais donner à mon fil va être assez proche du résultat que je vais obtenir. Dès le départ. Dès le départ. Ok. Tout ça, évidemment, ça s'apprend. Ouais. J'imagine que ça a été long, que ça a été difficile, que c'est parce que ça doit varier aussi en fonction de la température, de l'hygrométrie dans l'atelier. Oui, le fil va se comporter de façon différente et c'est toujours lui qui gagne. Et j'adore constater ça, c'est-à-dire que je pense que les gens qui travaillent la matière finissent par se dire que c'est toujours elle qui décide en fait. Et pour moi, c'est vraiment un chemin d'humilité qui est vraiment fascinant. Parce qu'il faut se dire, oui, vous ne réussissez pas tout le temps. Non, alors là, loin de là, parce qu'il y a beaucoup de tâtonnements. Et puis, ces métiers-là, c'est une foule de petites choses. C'est des choses qu'on va finir par sentir dans les doigts. C'est une foule de petites choses qui se déposent au fil du temps. Et donc, on tâtonne énormément, on échoue beaucoup, mais ça permet de renforcer les choses par la suite, parce que c'est de ces erreurs qu'on apprend. Et voilà. Et puis après, on se plante énormément, ouais. Et puis, ça aussi, je pense que c'est le propre de tous ceux qui travaillent, c'est qu'on ne voit que les défauts. Et quand on a le nez dessus, c'est terrible. On se dit, mais c'est pas possible, je peux pas expédier une pièce comme ça. Et puis, quand on laisse passer une nuit dessus, on se dit, ah non, finalement, c'est pas si mal. Et puis, quand quelqu'un vient de l'extérieur et ne connaît absolument pas le métier, il dit, mais il est où le problème ? Mais je vois pas du tout de quoi tu parles. Voilà. Mais ça, c'est parce que vous êtes exigeante et que vous n'êtes jamais satisfaite de ce que vous faites. Ouais, ça, c'est sûr. Je sais pas. C'est très difficile d'être satisfait, ouais. Mais parce que c'est pas facile, quoi. C'est vraiment pas des exercices faciles. Et en plus, le fil, en l'occurrence, que je travaille, je peux pas le travailler à la main, rarement le travailler à la pince. Donc il faut toujours que j'utilise des outils pour le contraindre. Et c'est pas simple. Même à la main, ils sont difficilement tordables, c'est ça ? Alors, je peux le tordre, mais le résultat va être pas harmonieux du tout. Par exemple, si je veux faire un angle droit à la main avec le fil que j'ai entre les mains, voilà, ça va me donner un arrondi complètement moche, où on va voir l'endroit où le fil a été tordu. Je ne vais pas être forcément sur le même plan, donc il va y avoir une torsion du fil qui va faire que mon fil ne va... il va pas être sur le même plan, alors que si j'utilise un outil, je vais avoir ce genre d'angle. D'accord. Et ça se fait avec quel outil ? C'est une pince ? C'est une... Alors, plieuse. Henri appelait ça une coudeuse, qui est ici. Donc c'est un cercle qui est actionné par un manche. Et je peux changer les embouts là, qui sont au milieu. Et en fonction du résultat que je souhaite avoir, hop, là je peux contraindre mon fil, avoir un angle. Et je vais positionner... des butées différemment en fonction de l'angle que je souhaite avoir. Donc rien que pour ça, on tâtonne en fait. Parce que là, j'ai un fil de 2,2 mm, donc il faut que je tienne compte de l'effet ressort. Donc il faut que mon angle il soit un peu plus fermé qu'un angle à 90 degrés et que ma butée fasse en sorte que... Voilà. Alors là, je suis allée trop loin... Mais voilà, et en gros, quand on fabrique une pièce, énormément de temps qui est consacré au réglage, pointage de tout ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle, quand on fait une pièce, qu'on fasse une pièce ou 10 pièces, c'est quasiment pareil, quoi.
Et si vous entendez la passion dans la voix de Claire Morel, vous entendrez aussi son envie de voir le monde du travail évoluer pour pouvoir passer d'un métier à l'autre sans jamais se perdre au fond de soi. C'est l'horizon du prochain épisode que vous retrouverez dès vendredi prochain. En attendant, n'hésitez pas à m'écrire à cette adresse info@radiograndbrive.fr. Faites-moi part de vos envies de portraits à découvrir, de ce qui vous plaît ou de ce qui ne vous plaît pas dans ce quart d'heure corrézien. Mais avant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite de passer d'excellents moments en Corrèze ou ailleurs. Retrouvez le quart d'heure corrézien en réécoute sur nos sites internet, mais aussi sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer et Apple Podcasts.